Donc nous avons 5 intervenants que je vous présente rapidement. Nous avons Marie-Paule Manchi, directrice de la Maison de l'Europe en Corse. Il y a des femmes qui dirigent en Corse, il faut le dire après le débat d'hier. André Fazi, qui est politologue à l'Université de Corse, Louis Orsigne, juriste à l'Université de Corse, Stéphane Nilsson, qui est l'ancien président du Comité économique social européen, et enfin Connie Rutter, membre aussi du Comité économique social européen. Alors, chacun va illustrer à sa manière une problématique du lien. On va demander d'abord à André Fazi de nous faire une espèce d'état des lieux de la relation aujourd'hui entre la Corse et l'Europe, et je lui cède tout de suite la parole. Bien, merci Jean-Baptiste, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs. Ravi d'être ici, de parler, au risque de décevoir pour commencer, d'un problème plus général que celui de la Corse, du problème de la place des régions dans la construction européenne. Question qui est historiquement polémique, puisque très tôt, les adversaires de l'intégration européenne ont dénoncé une sorte de conjuration entre européistes et régionalistes, conjuration qui aurait pour but de faire insidieusement disparaître les États nationaux. Dans son discours à l'Assemblée nationale lors du débat sur le traité de Maastricht, Philippe Séguin, fougueux s'il en était, donna une version épique dénonçant ce fédéralisme régionaliste qui signifiera à coup sûr la fin de notre République. 22 ans après, la République est toujours là, me semble-t-il, mais il n'empêche que ce discours fut particulièrement significatif de cette aversion, de cette crainte d'une Europe des régions. Et il est vrai que, logiquement, les grands partisans d'une Europe fédérale, comme Altiero Spinelli, avaient une vision globale des rapports politiques et qu'ils n'auraient su, au niveau européen, prôner une vision fédérale, et au niveau national, prôner une vision unitariste ou centraliste. On peut aussi dire que la communauté née en 1957, comprenant un État de vieille tradition fédérale comme l'Allemagne, un État en voie de régionalisation comme l'Italie, avait forcément en son sein des fonctionnaires sensibles aux problématiques régionales. Et il est vrai qu'en 1961, un groupe d'experts a proposé, mais officieusement, un découpage régional de l'ensemble du territoire de la communauté. Ce découpage est resté strictement interne à la Commission, pourtant il a suscité l'ire de l'ensemble des États membres. Mais était-ce si étonnant de verser dans cette perspective, sachant que dans le préambule même du traité de Rome, les 6 États signataires prévoyaient de réduire l'écart entre les différentes régions de la communauté et notamment réduire le retard des moins favorisés. Donc en définitive, chacun le sait, les États sont restés maîtres de leur organisation territoriale et un bref regard sur la diversité institutionnelle en Europe suffit à le démontrer. Les relations entre régions et institutions européennes sont donc restées de façon souvent indirecte, voire subreptice. On les a développées de manière parfois dissimulée. Du côté régional, on a vu l'apparition de groupes d'intérêt, la conférence des régions périphériques et maritimes en 1973, sa commission des îles en 1980. On a vu à partir de 1984 l'implantation d'antennes de collectivités locales à Bruxelles, alors première pour celle de la ville de Birmingham, mais les régions étaient logiquement les plus intéressées à cette dynamique. Du côté européen, on a vu bien sûr le développement à compter de 1975 de la politique régionale, la création du FEDER, et la consécration en 1988 de ce principe de partenariat censé imposer une concertation étroite, disent-ils, entre autorités nationales, locales, régionales et européennes, excusez-moi, à toutes les étapes. Et bien évidemment, s'il s'agissait là plus d'incitation que d'obligation, on a vu des États très centralisés de la communauté, comme la Grèce, sur cette base, mettre en place un découpage régional du territoire étatique qui a été le prélude finalement à l'institution de régions démocratiquement élues. C'était donc important. On a vu ensuite, plus particulièrement, cette reconnaissance progressive des handicaps structurels de l'insularité depuis le Conseil européen de Rhodes en 1988 jusqu'au traité de Lisbonne en 2007, reconnaissance qui devait en théorie se traduire par une écoute plus assidue, plus renforcée des représentants de ces territoires et par des politiques adaptées, et qui en pratique a malheureusement donné des résultats extrêmement décevants. On a vu enfin
depuis le traité de Maastricht, je me permets un petit retour en arrière, la possibilité donnée aux États membres d'associer leur région aux institutions européennes. Et l'exemple le plus frappant est celui de la Belgique, où, au sein du Conseil, donc qui réunit les gouvernements des États membres, au sein du Conseil, excepté pour les conseils économiques de catégorie 1, c'est une région qui représente la Belgique. C'est tout de même très étonnant. Donc il faut être prudent. Les États sont bien sûr libres d'établir les procédures qu'ils jugent les plus appropriées, et ce sont des considérations nationales qui les dirigent. Mais il est aussi clair que dans tous ces États très centralisés, comme la Belgique, l'Allemagne, l'Espagne, des mécanismes d'association des régions aux prises de décision nationales ainsi qu'aux représentations nationales devant l'Union européenne ont été institués. Est-ce que ça garantit une très forte influence aux régions? Non, mais pour des raisons politiques. Parce qu'imposer l'avis des régions à l'État suppose que les régions soient capables d'un grand consensus, d'un fort consensus. Ce qui, pour des raisons de politique interne, est très rarement le cas. Donc oui, dans plusieurs États, les régions sont formellement associées au processus de prise de décision. Ça ne signifie pas qu'elles aient une très forte influence, et ça veut dire aussi que cette idée d'une Europe des régions, très souvent évoquée, n'a jamais été finalement qu'un fantasme plus ou moins instrumentalisé, ou une utopie plus ou moins conséquente, plus ou moins imprudente. Même les théoriciens les plus radicaux d'une Europe fédérale affirmaient qu'une fédération comprenant des centaines d'entités fédérées serait forcément déséquilibrée au profit des institutions fédérales, et donc serait totalement averse au centralisme. Donc ce cadre général étant fixé, je crois plus facile de parler du cas de la Corse, et, disons-le de suite, je ne doute pas que les relations institutionnelles entre Corse et l'institution européenne pourraient être considérablement améliorées, mais au demeurant, je crois difficile de penser que dans une Europe qui compte 28 États, plus de 500 millions d'habitants, qui est soumise à de très graves difficultés de gouvernance, la Corse à elle seule puisse acquérir une très forte influence politique. Donc si on cherche à établir un tableau des canaux de communication entre Corse et l'institution européenne, on s'aperçoit déjà qu'ils sont très nombreux, au moins 8, et qu'on peut distinguer des relations directes et indirectes. S'agissant des relations indirectes, deux canaux pourraient sans garde doute être développés. Le premier est celui évidemment de la coopération et du lobbying interrégional et interinsulaire que l'ancien président de l'exécutif, Jean Bajoni, a même pu incarner durant quelques années. Mais, d'une part, au sein des régions insulaires elles-mêmes, ce sont plutôt des intérêts particularistes qui prévalent depuis au moins 10 ans. Soyez certains qu'il y a une énorme différence de situation et d'intérêt entre les îles Hollandes et la Sicile, ou les îles Ioniennes. Il y a une énorme différence d'intérêt, et ce faisant, définir une stratégie commune, une stratégie politique commune, apparaît comme une gageure. Et cette commission des îles de la CRPM, qui existe depuis plus de 30 ans, est, on peut le regretter, une instance dont l'influence est devenue assez insignifiante. D'autre part, ces tentatives de, je dirais, groupement politique interinsulaire ont parfois été d'intéressants succès. Je prends référence sur le réseau des îles de la Baltique. Les CT de la Baltique existent depuis plus de 25 ans, sont un groupement très actif en matière d'énergie et d'environnement. Parfois, ces groupements se transforment vite en coquilles vides, voire disparaissent, comme notre regretté Médoc, groupement des îles de la Méditerranée occidentale. On peut subodorer assez facilement que les acteurs politiques ont pensé que l'investissement dans ces instances-là n'était pas assez rentable, ou du moins pas assez rentable rapidement, et ils ont préféré privilégier la relation à leur gouvernement national, qui leur sembla peut-être plus efficace, mais je ne crois pas que les faits leur aient totalement donné raison. En Corse, on a eu un grand exemple en 2003, lorsque M. Sarkozy, ministre de l'Intérieur, a mené une délégation d'élus corse à Bruxelles pour discuter directement avec Romano Prodi. On en a retiré quelque chose, on n'en a pas retiré tout ce qui était espéré, loin de là. Donc les États membres, pourquoi? Parce que les États membres, évidemment, défendent divers intérêts eux-mêmes au sein de la Commission. Peut-on penser qu'un jour, la République française va privilégier à défendre l'intérêt de la Corse à ceux de l'ensemble des agriculteurs français? Je ne crois pas ça possible, malheureusement. Second canal indirect, celui de l'association des régions françaises à la définition des positions nationales. Là encore, même si la France est un État de tradition unitaire, rien d'inimaginable a priori. Ça existe en Italie, en Espagne, des États initialement unitaires. Et finalement, ce Haut Conseil des territoires que le gouvernement abandonna
face à l'opposition du Sénat, ce Conseil du territoire aurait pu jouer en quelque sorte un petit peu cette fonction-là. Et j'ajouterais que l'État est peut-être l'instance qui a le plus intérêt, l'échelon qui a le plus intérêt à fonder un tel organisme. Les expériences étrangères prouvent qu'il n'y perdrait pas de sa domination, de sa suprématie. En revanche, il peut y gagner assez sensiblement en légitimité et en capacité d'expertise. De la même façon, je crois que l'association de la Corse à la représentation permanente de la France au niveau européenne pourrait être développée, sans que la France, encore une fois, y perde grand-chose en matière de suprématie, sans que l'État y perde grand-chose. S'agissant des relations directes, je pense à la représentation de la Corse auprès des 5 institutions que sont le Comité des régions, le Comité économique et social, le Parlement, la Commission et le Conseil, ainsi qu'à l'antenne de la CTC à Bruxelles. Cette amplitude peut peut-être étonner, mais je ne crois pas qu'il y ait là quelque chose de fantasmé, puisque telle chose existe ailleurs. Concernant les institutions consultatives, si on considère que les États membres disposent toujours d'une très grande, pour ne pas dire totale liberté de nomination des membres, une telle règle pourrait être facile à appliquer. Ça existe. Les îles Hollandes, suivant leur statut interne, doivent être forcément représentés au comité des régions. On peut penser plus encore, je crois, à la représentation au Parlement européen. Dans les Outre-mer français, on est bien député européen dans la zone Atlantique, un autre dans la zone océan Indien, un autre dans la zone océan Pacifique. Est-il totalement saugrenu d'assurer à la Corse une représentation malgré sa faible population, sachant que justement, cette faible population lui donne extrêmement peu de chances d'en obtenir une aujourd'hui? Plus difficile, mais ça existe en Espagne, on peut imaginer qu'à travers l'association à la représentation permanente de la France, un délégué de la CTC, ou du moins, pour le moins de l'ensemble des régions françaises, pourrait directement participer à des groupes de travail de la Commission et du Conseil. Même si l'influence pratiquement exercée serait probablement nulle, nous ne dissimulons pas, même si l'influence politique serait peut-être nulle, la CTC en retirerait une somme probablement très précieuse d'informations de première main. Enfin, l'antenne de la CTC à Bruxelles, ouverte en 1996, est censée assumer de nombreuses tâches de représentation, d'information, suivi des programmes et montage des projets. Et là, on peut peut-être se rendre plus pratiquement compte de la disproportion entre les tâches à exercer et les moyens qui y sont consacrés. Alors évidemment, la Corse n'est pas la Catalogne de la Bavière, qui compte environ 20 membres de leur délégation, dont une dizaine de cadres. Mais il est compliqué de croire tout de même qu'un seul fonctionnaire permanent, puisque c'est le cas, enfin c'était le cas jusqu'à très peu de temps, un seul fonctionnaire permanent peut correctement embrasser l'ensemble des enjeux concernés par la représentation de la Corse, embrasser l'ensemble des enjeux concernés et même embrasser l'ensemble des enjeux liés à l'information, enjeux qui sont décisifs aujourd'hui et qui dépassent largement le cadre de la lecture des journaux officiels. En somme, je finirai avec 2 constats généraux. Face à la construction européenne, la République française a maintenu son cadre unitaire, certes, mais ce système me paraît amendable, simplement parce que ce serait institutionnellement et financièrement peu coûteux. Encore faudrait-il peut-être qu'il existe une demande plus appuyée, aussi bien de la part de la Corse que de la part des autres régions françaises. Quant à la Corse elle-même, la construction européenne y est devenue, d'un point de vue discursif, une référence obligée. En revanche, l'investissement humain et financier des acteurs peut apparaître toujours notoirement insuffisant, que ces acteurs soient institutionnels ou pas. Et si on peut espérer, raisonnons par l'absurde, quelque effet positif de cette baisse des dotations étatiques à nos collectivités, c'est bien que celle-ci nous encourage à rechercher de nouvelles ressources, de nouveaux financements, de nouveaux réseaux, de nouvelles politiques dans l'ensemble de l'Europe. Je crois que c'est la condition première d'un développement plus ouvert et plus performant, et ce sera peut-être aussi la condition d'une société plus juste et plus émancipée. Je vous remercie. Merci André, je ne doute pas que ton intervention suscitera quelques commentaires du débat. Je vais passer la parole à Marie-Paule Mancini, qui va un peu nous exposer aujourd'hui le travail qu'elle accomplit au sein de la Maison de l'Europe en Corse. Et je vais lui demander aussi peut-être de donner son sentiment aujourd'hui sur le lien entre la Corse et l'Europe. Merci.
j'entends beaucoup évidemment parler d'Europe, beaucoup parler d'institutions, beaucoup parler de problèmes pour le milieu socio-économique. Je crois que je vais vous parler un petit peu des citoyens, parce que je pense que cette Europe des États, bien sûr son territoire, elle a des hommes et des femmes qui y vivent et qui ont besoin qu'on leur parle d'Europe et qu'on les informe. Et c'est toute la tâche qui incombe au centre d'information de l'Union européenne, dont celui de la région Corse que je dirige. Alors ce centre d'information, il a été créé en 2001, il a absorbé les carrefours ruraux et les infos.europe, chers je crois à Henri Malos, et il a été depuis 2001 labellisé Centre d'information Europe Direct, car il répond régulièrement aux appels à projets de l'Union européenne qui sélectionne sur son territoire grosso modo 500 centres. Vous voyez, 500 centres pour toute l'Europe, 50 en France, c'est franchement pas beaucoup pour informer les citoyens de l'Union européenne, de son histoire, de ses institutions, de ses politiques, de ses programmes, de ses financements. Ça fait beaucoup. Alors le centre d'information de la région Corse, il fonctionne avec un tout petit budget de grosso modo 150 000 €, auquel l'Union européenne ne participe que pour 20%. Grâce à Dieu, ou en tout cas peut-être, je ne le dis pas parce qu'il est là, grâce à Paul Jacob, ce budget est largement abondé par la collectivité territoriale de Corse et par d'autres collectivités, la ville d'Ajaccio, la CAPA, très prochainement la ville de Bastia. Et puis après, bien, ce sont les particuliers, d'autres associations qui abondent notre budget. C'est pourquoi hier je disais, bien peut-être faudrait-il que l'Union européenne s'approprie sa propre communication et que quelque part elle la maîtrise complètement. Nous sommes adhérents à la Fédération française des maisons de l'Europe depuis 2014 et nous avons intégré depuis le mois de novembre dernier le réseau ENET, qui est un réseau de centres d'information qui est beaucoup plus intéressant pour nous dans la mesure où ce sont des centres d'information qui travaillent très différemment de ceux que nous connaissons jusqu'à présent dans les centres d'information français. Notre mission, c'est donc de permettre aux citoyens d'obtenir des informations sur l'histoire, les institutions, les États membres, leur langue, leur géographie, leur économie, leur culture, et puis les politiques, les programmes et les financements européens. Notre autre rôle, c'est d'encourager les citoyens au débat local et régional dans l'Union européenne. Et puis c'est aussi de permettre aux institutions européennes de mieux diffuser l'information. Et dernier point, et alors celui qui pour nous est le plus compliqué, c'est de faire un retour d'information aux institutions européennes parce que nous n'avons pas de véritable relais dans l'Union européenne, à l'exception de la représentation en France de la Commission européenne. Donc on a beaucoup de mal à faire remonter le ressenti des citoyens vis-à-vis de l'Union européenne. Alors je vous le disais, notre centre d'information, il fonctionne avec peu de moyens, un salarié et demi, mais en réalité nous sommes entre 10 et 12. Nous avons des contrats aidés par l'État, des services volontaires européens, des contrats d'avenir et des stagiaires qui viennent des grandes écoles et des universités européennes, ce qui nous permet de couvrir de façon assez régulière tout le territoire par grosso modo 200 interventions dans les écoles, les collèges et les lycées chaque année. Organiser aussi des opérations grand public ou y participer lorsqu'elles sont organisées par des collectivités ou par d'autres structures, la journée de l'Europe, la journée des langues, la journée franco-allemande. Nous participons aux foires rurales, mes collaborateurs sont actuellement à la foire rurale de Boconia, non pas pour faire la promotion seulement de la châtaigne, mais après avoir travaillé avec des écoles en amont sur l'agriculture en Europe. Et ensuite, on les amène à la foire et on leur explique le lien qu'il y a entre l'agriculture en Corse et l'Union européenne. Nous participons à un certain nombre d'activités d'autres structures, en particulier celle du Centre national de la fonction publique territoriale avec lequel nous avons une convention.
la communauté d'agglomération du pays ajaccien et des collèges et des lycées par la présence permanente d'expositions, d'animations et de présentations de l'Union européenne. Nous souhaitons évidemment faire évoluer cette structure pour en faire un véritable représentant de l'Union européenne en Corse, mais le représentant de l'Union européenne pour les citoyens. En aucun cas nous souhaitons nous substituer ou interférer dans les relations qui peuvent exister avec les collectivités locales. Et depuis cette année, nous avons la chance de participer, grâce à la collectivité territoriale de Corse, au comité de pilotage de l'information et de la communication sur les fonds européens. Ce qui nous permet d'avoir, nous aussi, une vision assez générale des choses. Alors, depuis hier, je vous écoute tous et ça me conforte dans l'idée que j'avais que l'Union européenne, dans le fond, elle n'est perçue par beaucoup que par le prisme des fonds structurels. Et je crois qu'il faut que les citoyens comprennent qu'en fait, cette Union, en dehors des fonds, elle a une influence sur la vie de tous les jours. Et c'est notre rôle, et c'est notre rôle en expliquant surtout qu'effectivement, il y a les fonds structurels, il y a les programmes opérationnels, mais il y a toute une multitude d'autres programmes, et je n'en citerai que 2 ou 3. Il y a Europe Créative, pour tout ce qui est activités culturelles et médias. Il y a COSME, pour tout ce qui est entreprise, création d'entreprises, accompagnement des entreprises dans leur part d'innovation, d'exportation, etc. Et puis il y a des programmes comme Erasmus+, dont tout le monde a entendu parler, mais dans lequel il y a beaucoup de choses qui servent non seulement à la mobilité des étudiants, mais également à la mobilité des seniors. Et puis il y a un programme qui s'appelle l'Europe pour les citoyens, dans lequel on peut trouver tout un tas de financements qui aident les citoyens à mieux comprendre ce qu'est l'Europe, à travailler sur notre histoire commune, qu'elle soit positive ou quelquefois dans l'opposition. Cette Europe dont nous parlons, elle a été créée il y a très peu de temps finalement. Elle en est au stade de l'adolescence. Donc je pense qu'elle est perfectible, mais encore faut-il que les citoyens s'approprient finalement l'idée de leur citoyenneté européenne. Cette citoyenneté européenne, ils la gagnent parce qu'ils sont tout simplement des citoyens dans leur État membre et que de facto, ils sont citoyens européens. Elle est consacrée par la Charte des droits fondamentaux. Elle est consacrée par le traité de fonctionnement de l'Union européenne et les citoyens peuvent, grâce au traité de Lisbonne et grâce aux dispositions d'un certain nombre d'autres traités, intervenir aujourd'hui dans le débat. Alors vous me direz, c'est compliqué, c'est difficile, il faut qu'il y ait 1 million de citoyens issus de 7 États membres différents. Oui, c'est vrai. Mais en même temps, si on ne les informe pas, si on ne les sensibilise pas au quotidien, ou presque, eh bien je pense que tous ces outils qui sont mis à leur disposition ne serviront à rien. Si on veut construire demain une Europe plus vivante, une Europe à laquelle les citoyens s'intéressent, eh bien encore faut-il leur en donner les moyens, encore faut-il nous permettre à nous de transmettre cette information. Et là, j'en appelle au président du Conseil économique et social européen pour que dans ses prochains contacts avec la Commission européenne et les institutions européennes, eh bien, il plaide un petit peu aussi la cause des citoyens et partant celle des centres d'information qui sont là justement pour donner cette information aux citoyens. Voilà, je pense que par la suite, je pourrai répondre à des questions si vous en avez sur ce sujet. Merci Marie-Paul. Alors, dans votre intervention, vous faisiez état des problèmes à se faire entendre par Bruxelles, de la Corse, et c'est justement la thématique que va développer Stefan Nilsson,
qui va justement vous parler de l'enjeu de se faire entendre à Bruxelles, c'est un enjeu clé pour les territoires loin des capitales. Thank you very much for the third time to have the possibility to visit Corsica. And I'm very happy to be here with the delegation of members and with my expert when we worked out the opinion about towards the better territorial balance in Europe. You talked, both of you, about the voice from Corsica in European Union. But I can assure you there is at least one voice. Never silent when it comes to Corsica issues, Henri Malos. Okay, it's not a joke, but of course, even if I come now from a country far opposite in the really north, I can recognize some of the problems or challenges you put on the table. You talk very much also about the need to involve citizens, to get people engaged. And sometimes I think we forget that the union is a union of member states, which makes it sometimes a little comme ci, comme ça. Depending on that, sometimes just, for instance, before elections, a government, a minister go to Brussels, in my view, not always thinking what could be the best for Europe. What could be the best for European Union? Because sometimes they present ideas in Brussels which will give them more voters at home. And this is a challenge, and that is the reason why I feel that civil society organizations are so crucial in order to stand up for what could be a good future for Europe. Because if, in my view, and Henri Malos, before you are the president, but before I was the president, and I'm a former, and we will all be former, but I took the word engaging people for a sustainable Europe. Because from my point of view, sustainable Europe is not only ecological, economical, and social, it's also the history. And as a Swede, I have to be always remember when we debate in Sweden that why in my view, Sweden need to take part in the European Union is depending on the history. But if you ask the Swedish people, we have been so kind, we have been out war 200 years. But if you go to the past, we have played a big role, trying to be a big power 300-400 years ago in Sweden. For me, this is the reason why we need to be in and to participate and to be. But as you said, this could not be done only by governments. Because sometimes, I don't want to say always, but sometimes they have a perspective which is a little too narrow. We made an opinion this year, honestly, which was, as I said, called Towards a Better Territorial Balance. And this opinion focused on the challenges, because if I focus on similar problems you put on the table, I use the word rural development, depopulation, urbanization, which in a lot of countries, I think even in Corsica, create future problems. And the title is, how could this be on a European level, how could the territories be better heard at the European level and in Europe? And in my view, it is the need to be organized. From the civil society to be organized, to get the vote. And one way, which we did last year in cooperation with the European Economic and Social Committee, was we created what was called the first European Rural Parliament. Okay, if you talk about the Parliament, you need representation, you need elected people, but let's call it first European Rural Forum, where you pick organizations and people from all European countries, focus on the challenges. Because I don't want to say that everything is difficult or dangerous or bad, but the challenges to promote development. Since we know that Europe, and not least my country, is one of the fastest, speedy countries with urbanization, people moving from rural areas
to cities and more big cities. And this rural parliament tried, and that's the reason why I think if we want to have a voice, we need to be organized, we need to be active, we need to participate and give the voice for the problems or challenges we want to put on the table to the politicians. Of course, this first rural parliament make a conclusion, a summary, a statement which was given to the European Parliament. And you mentioned also the project, or the possibility for project Europe for Citizens. And just 2-3 days ago, we got a program accepted to make the second rural parliament. Somewhere in Europe countries, somewhere in Brussels or in Romania or in Austria, we have to see. But this is a possibility to put problems on the table which could be discussed. Because if we don't go together, if we don't make something together, the voice will not be heard. I also think that the European Economic and Social Committee is a possibility. You talked about the Committee of Regions, and I could agree that there should be more taken into account the differences, for instance, for small islands. Coming from Sweden, you can think we don't have islands, we have several. And we have similar problems, even if it is less populated, but far away distance from for instance, Stockholm City. We have the same similar problems, but in another dimension. So there is a need to give the voice for people coming from rural area, from depopulated area, in order to get the policy making aware and taken into account. And in the opinion we made, we talked about one very important point which was proposed, that every policy decision with a geographical dimension should be assessed in terms of its territorial impact. I know that this is very general, it's very easy to say, it's perhaps more difficult to get it done. But if we want to have a populated Europe, a populated island with connections, we need to take into account that the policy making should take this into account. I also want to say that as I started, I couldn't be here yesterday, so I have to apologize in a polite way. But the day before, in my country, we celebrated in an association where I am a chair, called All Swedish Radio. We celebrated 25 years existence, because 25 years ago there was a big project in order to get all Sweden to live. And coming back to what I said about engagement, we had around 5,000 small local groups active in their regions, in their villages, in order to see what can we ourselves do in order to get this to survive, to get good business, to increase the possibilities for people to live. So my final conclusion would be still that in order to get a voice heard in this big machinery in the European Union, we need to be organized, we need to go together with the different interests. And I can assure you that under the President Henri Malot's chairmanship of the EEC, you have a voice, but of course you need a voice even in the future. And I can assure that the European Economic and Social Committee, we are aware, we are here to listen, to learn, and we will of course go back in the role we have to pick up and to see what can we use and how could we help and how could we help to give the more sustainable development for islands, for rural areas more in general. I stop. Merci beaucoup, M. Wilson. Je vais maintenant donner la parole à Louis Orsi, qui va nous faire revenir un petit peu vers la Corse et qui va nous donner une illustration des problèmes
l'on peut rencontrer lorsqu'il s'agit d'évoquer cette relation entre la France et l'Europe. Merci. Bonjour à tous, bonjour, y compris à ceux qui nous ont rejoints aujourd'hui. Je voulais commencer mon propos par vous dire la chose suivante, c'est que finalement l'Europe, ça apparaît comme quelque chose de très beau, un peu vu de loin. Dès qu'on se rapproche, l'image commence un petit peu à se brouiller. Et puis, alors si on soulève le capot, souvent on est en prise à des réalités qui sont un petit peu moins reluisantes. Alors, je vais illustrer le propos parce que c'est comme Alexandre Dumas, je veux dire, 20 ans après, nous allons voir ce qu'il en est resté d'un combat citoyen que nous avons mené il y a 22 ans, à Bastia, le 28 novembre 1992. Certains peut-être n'étaient pas nés dans la salle. Eh bien, nous avons défilé, nous étions 15 000. Il y avait quasiment toutes les organisations de Corse à l'époque. Et on avait défilé pourquoi? Alors c'était déjà, et ça rejoint un petit peu la préoccupation d'aujourd'hui, c'était déjà une attitude citoyenne. C'est que les Corses ont souhaité défiler pour que l'Europe prenne en compte quoi? Un particularisme local qui est attaché à l'histoire, c'est-à-dire une spécificité fiscale. Et vous allez voir que ce dossier illustre parfaitement, je pense, les rapports de force qui existent entre la Corse, l'État, nation au milieu, l'Europe, et en fin de compte, on se rend compte que 20 ans après, tout ça a été une grande aventure et il n'en est pas ressorti grand-chose. Alors, je ne vais pas être technique, hein, je ne vais pas rentrer dans les discussions. Hier, on a dit que les textes, on pouvait les changer, les traités, tout ça, c'était un petit peu de la rigolade. Oui, non, mais attendez, le droit, c'est le droit. Et vous ne pouvez pas, à un moment donné, lutter si vous n'avez pas les moyens de le faire. Alors, je vais vous donner une illustration. Que se passait-il en 1992? Nous sommes à la veille de la mise en place du marché unique européen, 1er janvier 1993. Et en Corse, on s'aperçoit que dans les travaux d'harmonisation fiscale, nous ne sommes pas pris en compte. La directive qui va modifier celle de 77, la directive du 19 octobre 92, ne prévoit pas le cas de la Corse en matière de taux de TVA. Et ici, nous avons depuis longtemps des taux de TVA particuliers. Et on comprend que si nous ne figurons pas dans les directives, tôt ou tard, nous allons devoir céder ces taux particuliers de TVA au profit de ce que l'on appelle l'harmonisation fiscale, qui est en fait une sorte de mécanique qui va progressivement faire disparaître ces différences. Et il ne vous échappera pas, je ne vais pas vous le dire à vous quand même, qu'on ne peut pas taxer une économie non productive comme on taxe une autre économie, et surtout pas dans une île. Et donc nous avons manifesté pour que cette revendication soit prise en compte. Alors que s'est-il passé à Bruxelles? Est-ce que l'État, la France, avait demandé à ce qu'on modifie la directive? Non. C'est la Commission, le Conseil, qui avait soulevé la question dans une note, en disant, mais après tout, encore, s'il y a des taux et des structures de taux un peu différents, il faudrait peut-être penser à les prendre en compte. Et alors, ce qui est formidable, c'est qu'on ne les a pas pris en compte, mais on avait prévu une espèce d'addendum qui ne figure pas au journal officiel de l'Union européenne, qui précisait que la France, dans le cadre de la période transitoire, pouvait prendre des taux, des structures de taux, à condition de respecter les dispositions de la directive. Donc déjà, on était prévu de façon dérogatoire, mais tout en restant quand même dans les normes de la directive. Je n'ai jamais compris ce que ça voulait dire exactement, d'être différent tout en étant pris en compte dans le cadre de la directive. Enfin, on a bien compris en tout cas que la marche vers l'harmonisation était réelle. En revanche, si on lit la directive du 19 octobre 1992, mais tant mieux, hein, je ne dis pas ça pour me singulariser, on est jaloux, on s'aperçoit que des îles grecques avaient été autorisées dans la directive, c'est dans la directive, là, à appliquer 30% de réfaction sur la TVA. Et il y avait d'ailleurs l'île de Samos qui était citée, nous avions hier le représentant de cette île. Ce que la Grèce pouvait faire, il me semble quand même, nous avions la modestie de penser que la France aurait pu le faire. Elle n'a pas voulu le faire. Le résultat, c'est que 20 ans après, sur cette question-là, nous en sommes exactement au même point. Sauf, nous avons été simplement sauvés par un événement, c'est que la période transitoire qui devait s'achever le 31 décembre 1996
eh ben, elle continue encore à vivre, puisque l'harmonisation fiscale, qui était très difficile à 12, à 15, etc., aujourd'hui à 28, c'est devenu un sujet vraiment tabou. Et en plus, si nous voulons aujourd'hui inverser le cours des choses, que faut-il faire? Il faut demander l'unanimité des États. Alors si vous soulevez la question, j'en ai parlé au ministère des Finances, on dit oh non, attendez, c'est compliqué, parce que si on demande ça pour la Corse, après il y en a un qui va demander pour la Finlande quelque chose, pour l'Écosse, ou que... Bon, donc on fait rien. On fait rien, mais en attendant, la mécanique juridique avance. Et nous sommes broyés. C'est-à-dire que l'harmonisation va se transformer chez nous par la normalisation. Ça a commencé pour les tabacs, où là, on nous a déjà pris en compte en 1992, et nous avons l'année prochaine, le 31 décembre 2015, l'échéance qui tombe. Alignement total sur les taux. Ça veut dire qu'en Corse, la singularité qui existait depuis Napoléon va disparaître. Je ne dis pas Napoléon par ce côté affectif, je dis simplement que ça existe depuis 2 siècles, et qu'au nom de cette singularité, on l'appelait comme ça, nous aurions pu prétendre à un traitement particulier. Je n'entre pas dans les détails, j'essaie de voir le profil et l'ordre de marche. Je suis convaincu avec d'autres, nous l'avons dit dans la mission, que tant que nous restons dans un cadre qui est le nôtre aujourd'hui, ce cadre juridique, nous sommes condamnés à subir. Nous ne pouvons pas sortir de cette mécanique infernale, malgré l'Europe. Est-ce que l'Europe ne va pas créer, pour le plaisir de le faire, des particularismes locaux quand l'État lui-même ne fait pas la demande ou la démarche? Et alors aujourd'hui, chaque fois qu'on parle de ces questions, et j'en sais quelque chose, l'année dernière on a participé en matière de droit de succession à tout un cirque qui a duré 9 mois, et à la fin du compte, on n'a rien pris en compte, justement. À la fin du compte, on soulève le problème, on le met sur la table, on dit non mais finalement c'est trop compliqué à gérer, à régulariser, donc on ne fait rien. Mais en fait aujourd'hui, nous sommes dans la situation où lorsqu'on évoque une dérogation fiscale, on traduit automatiquement par privilège. Privilège. Alors qu'en réalité, la dérogation fiscale, c'est la mesure de justice. Tout simplement parce que nous ne pouvons pas être taxés comme les autres dans une économie non productive. Et l'harmonisation fiscale nous conduit progressivement à perdre cette différence qui crée jusqu'à présent, et c'était un lien très fort, qui a des racines historiques, on pourrait en parler longtemps, qui contribuait justement à rétablir cette égalité. Parce que l'égalité stricto sensu chez nous confine à l'inégalité, et nous en sommes tous conscients. Je donne un exemple, parce que la normalisation rampante continue. Depuis le 1er janvier 2014, le fameux 8% que nous avions sur la TVA sur le bâtiment, c'est passé à 10. Mais pourquoi 10 ? Tout simplement parce qu'on nous a calé sur un taux national qui est le taux intermédiaire. Alors qu'en réalité, ce taux-là correspondait plutôt au taux normal qui est à 20 aujourd'hui. Vous imaginez 20% sur le bâtiment en Corse, tout s'effondre. Et en plus, nous ne sommes pas pris en compte par les directives et nous sommes dans l'illégalité. Alors j'avais dit au ministère des Finances l'année dernière, moi j'en suis à suppléer qu'un ressortissant de l'Union européenne fasse un recours. Je vous en supplie, faites-le. Pour créer le vrai problème. Et qu'en Corse, on nous aligne sur les taux normaux de TVA. Parce que tant qu'à être égaux, autant l'être tout de suite. Pourquoi attendre la fin? Si la mécanique fiscale ne consiste simplement qu'à retarder l'échéance, ce n'est pas une solution. Et là, on créera peut-être le rapport de force qui obligera à la fois l'État, la France, à demander à ce que la Corse rentre dans un cas particulier. Je ne veux pas en dire plus, je laisse ensuite le soin au débat de développer. Voilà, je vous remercie. Merci Louis de ces propos engagés, qui correspondent bien à l'état d'esprit de l'Université citoyenne. Alors je vais enfin passer la parole à Connie Reuter, qui va nous parler des problématiques de justice sociale et de coopération européenne autour de cet enjeu. Oui, merci pour l'invitation. Donc, je ne vais pas parler des situations des régimes de taxation, alors que pour l'Europe sociale que je défends, on connaît les conséquences, notamment quand on pense aux grandes entreprises qui ont leur siège dans une autre île, qui n'est pas en Méditerranée, mais un peu plus au nord, qui s'appelle l'Hollande. Vous avez une taxe sur les entreprises qui est de 7%, et après vous vous étonnez qu'une compagnie qui était jusqu'ici basée en Italie
qui s'appelle Alitalia. Du coup, comme vous regardez sur les avions, l'immatriculation c'est EI pour l'Irlande, parce que bien évidemment le régime fiscal est un peu différent et l'avantage de la compagnie. Donc je crois que par rapport à la question de la taxation des entreprises et de la situation des revenus fiscaux d'une île ou d'une région en Europe, c'est effectivement un débat qui est plus qu'un débat des experts des finances. Mais je suis ici en tant que représentant de la société civile européenne, dans un certain sens. Je ne suis pas membre du comité économique et social, mais presque, parce que j'ai la responsabilité d'être avec Henri Malos, les co-présidents de ce qu'on appelle le groupe de liaison entre le comité économique et social européen et les réseaux européens de la société civile. Pourquoi? Parce que les comités économiques et sociaux, nous avons des représentants dans les trois groupes qui sont nommés sur le plan national, qui ne sont pas les représentants des réseaux européens, alors que les réseaux européens, nous sommes des regroupements européens, des associations à travers toute l'Europe, dans les différents secteurs, que ce soit le secteur du social, que ce soit le secteur de l'antidiscrimination, que ce soit les politiques de développement, de coopération, ainsi de suite, dans tout le grand spectre. Je vais vous raconter une petite anecdote, là, parce que je reviens encore, je crois, pratiquement au bout de 15-20 ans, je n'ai pas été ici. Et quand on s'est croisé la première fois avec Henri Malos, c'était une rencontre un peu particulière, parce que je voulais le surprendre alors qu'il m'a surpris. Je voulais le surprendre puisqu'il est corse, et je lui ai raconté d'où je venais. C'est une ville en Allemagne qui s'appelle Altena, qui a un grand château fort. Et quand j'étais enfant, je n'ai jamais compris pourquoi en Westphalie, en Allemagne, ce n'était pas autour du traité de Westphalie, mais pourquoi dans une ville en Allemagne, dans un château fort, il y avait une chambre à visiter qui s'appelle toujours la chambre de la Corse. Alors qu'est-ce que fout la Corse en Westphalie? Je peux se demander. Alors c'est lié à l'histoire de la Corse, 1760, Théodore Neuhoff, roi des Corses, il vient de ma région, je ne suis pas de sa famille. Alors moi j'étais tout fier de présenter ça à Henri Malos, et donc il connaissait Altena, bon, pour ne pas parler de Théodore, et il m'a surpris, il m'a dit, mais est-ce que vous savez où il est enterré? Alors là, il m'a pris, il sort son téléphone portable, il me montre donc le lieu de l'enterrement, un cimetière à Londres. Alors là, voilà, c'est comme ça qu'on s'écoute. Oui, c'est comme ça. Oui, j'imagine que tu l'as encore. Voilà, comme ça, c'est pour vous illustrer comment créer du lien. La question de la Corse et les liens et le rapport par rapport à la Corse peut en être quelque chose. Mais bon, on n'est pas là pour se raconter des anecdotes, mais pour parler un peu de politique européenne, parce que vous avez choisi un thème qui s'appelle aujourd'hui « Faire l'Europe en Corse ». Je me souviens que dans les années 80, je travaillais à la Ligue de l'enseignement en France, donc localement, on avait des programmes qui s'appelaient « Oser l'Europe ». Je crois malheureusement, on est revenu à un temps, on est presque obligé de revenir sur la question de « Oser l'Europe », parce qu'on a beau avoir créé multiples centres d'information de l'Europe, on a beau à expliquer aux citoyennes et aux citoyens que l'Europe a une influence sur la vie quotidienne, ça leur fait plutôt peur, et quand ça leur fait peur, c'est plutôt des voix pour Le Pen. On a une relation à l'Europe qui est à la fois passionnelle en tant que citoyens que nous sommes, parce que nous avons la possibilité d'expérimenter cette grande Europe, du nord au sud, de l'est au ouest, et ceux qui sont privilégiés comme nous, qui vivent dans ce territoire grand européen, effectivement, on a la possibilité de venir ici en Corse, on a la possibilité d'aller en Suède, en Norvège, même si ce n'est pas l'Union européenne, en Malte, en Portugal, en République tchèque, en Pologne et autres, et on vit toujours qu'il y a quelque chose qui nous lie. Ce n'est pas l'histoire des guerres, ce n'est pas l'adhésion formelle à l'Union européenne, c'est un effet de civilisation. Mon premier livre de français s'appelait La civilisation française, c'est pour ça que je n'utilise pas le terme civilisation dans ce sens, mais il faudrait qu'on parle plutôt de ce qui nous sépare, il faudrait qu'on parle davantage de ce qui nous réunit. Et je crois qu'effectivement, là, on revient à une question, malheureusement je n'étais pas là hier, mais qui nous concerne tous, réseaux associatifs comme politiques, comme aussi le monde de l'entreprise, c'est effectivement comment trouver une balance entre l'adhésion à une communauté qui est très large, qui prétend être une communauté des valeurs, alors qu'elle a été créée pour des raisons économiques et politiques, et son centre de préoccupation, c'est le marché intérieur, plus que les soucis de la situation des citoyens. Alors comment on peut trouver une balance entre cette aspiration-là et l'aspiration des identités? Parce que je crois que nous avons tous des identités particulières, et bien évidemment le terrain géographique sur lequel vous évoluez,
Ici, c'est une île, c'est la Corse. Il y a d'autres îles en Méditerranée, Malte, Lampedusa, les Baléares, d'autres, il y a une multiplicité des îles qui ont certainement des choses en commun, mais des situations, comme ça a été dit tout à l'heure, qui sont bien différentes et dont il faut tenir compte. Je crois que le risque, c'est toujours, quand on crée une communauté, c'est comment dans un sens dialectique, vous voyez, clairement, comment dans un sens dialectique, il y a à la fois le communautaire et le singulier. La singularité et l'identité nationale, comme la droite et l'extrême droite le prétendent, c'est les identités. Parce que vous avez l'identité corse, une identité, je ne vais pas qualifier de régionale, mais une identité insulaire de Corse. On a une idée de ce que c'est, autre que le terrorisme, il y a une identité qui fait que vous avez quelque chose que vous partagez en commun, qui n'est pas toujours facile à saisir. Mais vous avez aussi des identités qui sont des identités individuelles, hein, la personnalité, la situation professionnelle et autres, l'environnement dans lequel vous évoluez. Les étudiants à la fac, pendant le temps qu'ils sont à la fac, partagent quelque chose. Donc je crois que nous avons toujours cette difficulté à trouver, pas une harmonisation ou convergence, mais trouver un juste milieu, comme le disait Molière, entre à la fois l'aspiration communautaire et à la fois l'aspiration identitaire. Alors qu'est-ce que ça a à faire avec le réseau associatif? Quand je suis venu la première fois en Corse, dans les années 80, je travaillais dans la coopération franco-allemande. Et nous venions ici à la recherche de partenaires français prêts à s'engager dans des programmes de formation professionnelle, dans des échanges, et après ils étaient financés par le Fonds social européen. Et bien évidemment, on n'avait aucun problème à trouver des Allemands qui voulaient aller en Corse, vous vous doutez, hein, c'était pour la montagne. Mais on avait du mal quand même à trouver des jeunes qui étaient prêts à partir en Allemagne. Et ce n'était pas parce qu'il faisait froid là-bas, parce qu'on mangeait mal, et parce que ce n'était pas le sud, il n'y avait pas la Méditerranée. Il y a quand même une question de mobilité. Et cette question de mobilité, je crois, ce n'est pas un problème particulier en Corse. On prétend toujours que l'Europe doit contribuer à la mobilité. Stéphane l'a évoqué, le programme Europe pour les citoyens. Europe pour les citoyens et la mobilité en Europe, tout englobé, on parle de 3% de la population européenne. Ça peut faire un chiffre important, mais c'est quand même un pourcentage très très petit. Et avec la pression, soyons honnêtes entre nous, certainement pas à l'université ici, mais avec la pression dans les systèmes éducatifs et à travers les systèmes éducatifs, pour pousser les jeunes à arriver le plus tôt possible, le plus rapidement possible sur le marché du travail qui n'existe pas pour certains d'entre eux. Bien évidemment, la question de la mobilité, se payer le luxe, dans un certain sens, un luxe enrichissant de l'échange, à commencer avec l'échange scolaire, un échange professionnel, un échange universitaire, Erasmus, avec mes regrets, c'est quand même, il ne faut pas fantasmer, ça existe, c'est important, mais on pourrait faire beaucoup mieux. Donc je crois, tant qu'on n'intègre pas cette idée que la mobilité, ce n'est pas la fin, la plus-value professionnelle à mettre sur le marché, mais la mobilité a une plus-value que nous avons toujours défendue à l'Office franco-allemand pour la jeunesse pour lequel j'ai travaillé, avec lequel j'ai travaillé pendant des décennies, c'est l'enrichissement culturel et personnel. Et ça, c'est en fait des chiffres que nous avons aussi pour les jeunes de participer à ce genre d'échange. Ça fait les Européens. Et quand on se balade à Bruxelles, que ce soit avec Henri ou d'autres, nous avons tous ceux qui sont là, nous avons un passé de cette mobilité, échange scolaire, échange universitaire, et échange de toutes sortes, de tout genre, qui a fait que nous sommes appropriés de la question européenne. Et c'est pour ça que je crois que ce n'est pas anodin de réfléchir comment on peut effectivement outrepasser cette résistance psychologique qui est de dire oh, qu'est-ce que je vais faire, j'ai vraiment autre chose à faire. Parce que d'abord, ça coûte pas cher parce qu'il y a des subventions. Et de deux, on a des réseaux qui devraient mieux fonctionner. Et ça, c'est, je l'ai dit tout à l'heure, à vous, M. Orsini, la difficulté, c'est que, dans les réseaux européens, nous fonctionnons aussi comme des gouvernements. Alors que nous sommes non gouvernementaux à la fonction. Qu'est-ce que je veux dire par là? Les contacts que nous avons. Je prends l'exemple de mon réseau solidaire. 60 associations dans 25 pays. Je communique avec qui? Quand je communique avec la France, dont la France fait légalement partie. Là, je communique avec Paris, avec la Ligue de l'enseignement, qui a 2 fédérations des œuvres laïques ici. Mais vous croyez que les œuvres laïques ici savent quelque chose, qui font partie d'un réseau européen qui s'appelle Solida et dont sont tous communautaires, ils l'ignorent, ils ne savent pas. Et là, pour moi, il y a la difficulté, la responsabilité des réseaux associatifs. Nous sommes bien structurés,
en direction des institutions européennes. C'était un processus dans les années 80-90. Nous avions compris qu'il fallait aller à Bruxelles. Les motivations, c'était quoi? C'était parce que l'Europe a plus d'influence, donc vaut mieux y être que de subir. Hein. Être acteur ou sujet, c'est quand même un grand débat, pas simplement dans les monarchies. Et deuxièmement, bien évidemment, un peu naïvement, on pensait c'est le tiroir à caisse, parce que les subventions qu'on perd sur le plan national, elles le retrouvent en Europe. Il y a des financements européens, mais c'est très compliqué, c'est pas le sujet, mais je pourrais en vous faire des chapitres là-dessus. Mais bref, donc effectivement, la question c'est aujourd'hui, on a besoin des centres d'information sur l'Europe. Mais l'information ne suffit pas. Parce que l'information reste à un niveau cognitif où la prochaine étape manque. C'est-à-dire donner envie de découvrir, donner envie de quelque chose et avoir cette motivation de s'approprier l'Europe, d'y participer. Et je dis souvent à mes amis, parce que je suis aussi dans de multiples réseaux européens associatifs, parce que pour nous, le dialogue civil tel qu'il est dans le traité de l'article 11, et dans le champion de l'article 11, c'est comme le comité économique et social, on fait la différence entre le dialogue social et le dialogue civil. Le dialogue civil avec les institutions l'a engagé. Comme nous, on communique quelque chose, on sait que M. Juncker, les commissaires, les responsables des institutions, le Parlement et tout ça, ils le suivent. Aujourd'hui, avec Twitter, c'est marrant. La nouvelle commission Juncker, je dis quelque chose là sur le commissaire Navracsics, parce que je trouvais que c'était une honte pour l'Europe d'avoir un commissaire européen s'occuper de l'éducation et de la jeunesse et de la culture, qui vient d'un pays qui est quand même pour le moins autoritaire. Et quand vous envoyez quelque chose, 2 minutes plus tard, vous voyez que le chef de cabinet de M. Juncker vous suit sur Twitter. Alors pourquoi il le fait? Parce qu'il n'est pas le seul, parce qu'il veut savoir ce que nous pensons en tant que réseau. Donc on a une possibilité d'influence, pas pour le changement, mais une possibilité d'influence. Donc, premier plaidoyer, pour arriver à la fin, premier plaidoyer, il faudrait que nous, et qu'on réfléchisse ensemble, avec les différents milieux universitaires, associatifs, institutionnels, comment la question de la mobilité en Europe, ce n'est pas une grande revendication, mais comment la concrétiser à travers des échanges. Parce qu'il n'y a pas mieux que de vivre là à travers les échanges et à travers autre chose que le tourisme ou une mobilité forcée due au chômage des jeunes, par exemple en Espagne. Parce que vous imaginez le nombre de jeunes espagnols qui aujourd'hui travaillent dans des restaurants et des bars en Allemagne, alors qu'ils ont des qualifications d'ingénieurs ou d'autres. Cette mobilité, c'est autre chose. Moi, je parle de la mobilité. Comment motiver, inciter les gens, les jeunes, les moins jeunes, troisième âge aussi, pourquoi pas, de s'approprier le dossier européen pour dire nous voulons construire un espace européen, mais on commence par la connaissance, par la découverte, de mieux connaître les composantes de la Grande-Bretagne, par exemple, de mieux connaître la Finlande, de mieux connaître les Pays-Bas, de mieux connaître la Pologne. Et pour terminer, tout cela n'a qu'un sens si on arrive à définir ensemble une sorte d'agenda. Parce que quelle Europe voulons-nous? Nous ne voulons pas l'Europe qui rejette les gens en mer. Il y a encore récemment des morts à la Lampedusa. On sait qu'on laisse l'Italie gentiment tout seul. Vous avez peut-être l'avantage que vous êtes suffisamment loin des côtes pour que vous n'ayez pas les mêmes problèmes qu'en Chypre, en Malte ou à la Lampedusa. Mais on a quand même un problème, aujourd'hui, un problème de la migration. Et je crois la Corse, elle a aussi l'expérience de la migration. Et vous pouvez peut-être aussi réfléchir si à travers les différentes migrations, à travers les siècles, vous avez réussi à construire comme une identité dans la diversité. Je crois que ce serait un débat et un réveil qui ne serait pas le mien. Donc, comment construire cette identité malgré les différences. Et aujourd'hui, l'autre problème sur lequel il faut travailler, nous avons quand même le risque de nous offrir le luxe de perdre toute une génération de jeunes qui ont des bons niveaux de formation, alors qu'on nous dit toujours qu'il y a le fameux mismatch, il y a l'écart entre les besoins du marché du travail et les formations. Alors aujourd'hui, le problème, ce n'est pas les formations. Vous avez des formations de haut niveau ici en Corse et dans toutes les universités d'Europe. Le problème, c'est que quand vous n'avez pas le marché du travail, comment les intégrer? Et le problème, c'est qu'ils ne sont pas qualifiés, mais voulons-nous d'avoir de la main-d'œuvre pas chère, hautement qualifiée, mais abordable 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, et continuer dans une spirale sociale qui est le dumping social et avoir plus de marge, de précarité sur le marché du travail? Je crois que c'est ça. On ne peut pas convaincre le citoyen européen si on ne peut pas le convaincre qu'il y a effectivement que l'Europe lui apporte quelque chose ici pour ce qu'on appelle son bien-être, mais pour une sorte de progrès social, parce que l'humanité veut toujours progresser, pas regresser, puisque
pour ça que nous sommes convaincus dans mon réseau solidaire que la question des solidarités de l'Europe sociale, c'est une question qu'il faut mettre ensemble sur l'agenda européen, la remettre, et après de voir dans quelle mesure, effectivement, on peut offrir une perspective aux jeunes, dans quelle mesure on peut réduire le chômage et la pauvreté qui existent. Je crois que ça, c'est des challenges pour ne pas nourrir aussi dans des démagogues et populistes et extrémistes comme le Front National et d'autres comme on les connaît maintenant à travers l'Europe. Et l'autre chose, bien évidemment, c'est aussi la question du développement durable. Je crois, pourquoi je parle de développement durable? Pour moi, ce n'est pas la question des politiques de coopération et de développement international. Le développement durable, c'est aussi à remettre en cause cette omnibulisation, cette focalisation aveugle sur la seule question de la croissance en Europe. J'ai toujours l'impression que toutes les réunions, on a une boule de cristal sur le tas. Ah, la croissance, il faudrait que la croissance soit là. Mais tout le monde, la croissance de l'économie est donc sur cette ligne. Un développement durable, que ce soit autre chose que quelques produits locaux que vous trouvez à l'aéroport, donner une chance pour un véritable développement, une décentralisation et dans le respect des ressources humaines et naturelles. Je crois que ça, c'est quand même un développement durable économique, social et politique. Je crois que c'est ça qu'il faut mettre au cœur du projet européen. Sinon, on peut avoir 36 000 conférences sur l'Europe, faire l'Europe en Corse, poser l'Europe en Corse, et faire de la Corse une île européenne. Le problème, quand les citoyens vont se détourner de ce projet, on sait à quoi ça va conduire. C'est pour ça que je pense qu'il nous unit aussi avec Henri à différents niveaux, et avec beaucoup de gens qui sont ici dans la salle aussi avec Stéphane et les autres avec lesquels on travaille régulièrement au comité économique et social. C'est qu'aujourd'hui, nous partageons un souci. Et le souci, c'est pas comment mieux informer les citoyens, mais comment réussir à mieux la nouvelle réappropriation du projet européen par les citoyens. Et je crois que c'est ça la question qui se pose en Corse, qui se pose dans les Baléares, qui se pose en Chypre, qui se pose à Malte, en Allemagne, en Pologne, dans les Pays-Bas. C'est la même question. Et je crois que c'est ça le challenge pour les années qui viennent. C'est pour ça que je salue une conférence comme ici, et je crois qu'il faudrait qu'on en voit davantage. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Reuter. Le débat a duré exactement, les interventions ont duré exactement 1 heure, donc on est vraiment dans le tempo. Donc j'ouvre un petit échange de 45 minutes, de telle manière que les présidents puissent clôturer ces travaux. Thank you very much indeed. I will be speaking in English. I wanted to speak in particular in support of what Connie has just said. One of my colleagues down here, Jan Olsen, published a report for the Economic and Social Committee a few years ago titled It Takes Two to Tango. And I think this whole conference has been about it takes two to tango. It takes two to dance together in harmony. And it's all about communication, which Connie mentions. We were talking yesterday about territorial definitions and territorial responsibilities. I think the best description is a sense of belonging. Where do we as individuals believe we belong? Sometimes it's defined by territory, sometimes it's defined by interest, a community of interest. As you mentioned, students might have a sense of belonging to the university at a certain time and particular followings through social media, etc. But we change, we evolve as we grow as citizens. But in terms of communicating, as I say, it does work both ways. Those who wish to have their views heard need to be organised, as Henri mentioned in his opening remarks yesterday. Civil society, if it wants to engage in dialogue, needs to have its own clear views and well and properly consulted. On the other side of the debate, the civil servants in Brussels, we talked a lot about bureaucracies in a negative way yesterday. Well, actually, if you're a young civil servant in Brussels and you've been tasked with creating a policy that is suitable for 28 member states, many regions of this vast continent, then you have to consult maturely. And we've learned in recent years that simply paying lip service to consultation leads to bad policy. In other words, you can't just consult with your own views immediately and then close the consultation and then go ahead then and come to certain conclusions. Consultation has to be an ongoing process, and in these
creation of grant schemes, support schemes, etc. That consultation has to have feedback. And it's easy these days to have feedback. You don't have to go to Brussels every time to be part of an engagement. There is so much technology that's available. We have a video conference yesterday, we have, as I say, the social media, the internet. It's quite possible for civil servants in Brussels to continue the consultation process over and above their initial working. But it has to work both ways. That's the two to tango. It has to be a clear view from civil society organisations within territories and so on, and with common interests, and it has to be a proper consultation from the civil servants backwards. You can't then be blamed for having a poor policy. That policy will be sensitive to the needs of Corsica, to the needs of Wales, to the needs of Estonia and Latvia and so on. It's a complicated process, and in the past some people have got tired of the whole process. They just feel, oh dear, it's too difficult, it's too complicated, it takes too long to actually provide the consultation. But that should be a mature, participative democracy. We've talked a lot at this conference about the election of voices to be represented in Brussels and so on. We in the Economic and Social Committee believe in the value of participative democracy. That you have a view, you have education to support your view, to understand other people's views, and that engagement then provides, as I say, for clear policy. I just wanted to mention a couple of other things. Later on yesterday, somebody remarked that, well, one of my colleagues, that there were no women on the platform, and that's been redressed today. I would have loved to see these young people given a platform position, not just an opportunity to ask questions. It would be fantastic to hear a proper, prepared presentation from these young people on their aspirations as young Corsicans and how they want to actually engage in the future. The other issue, finally, is about this free movement of people, which has been talked about. It has to come, well, it has come with accidental consequences. We want people to move within the European Union and beyond the European Union to gain experiences and to develop their careers. But the accidental consequence in certain places, it was in Bulgaria as a particular example, is that if you lose too many young people from your population, all the problems then of the age imbalances, the loss of entrepreneurship, the loss of dynamics becomes a significant factor. We were talking about culture yesterday, and that's a good example. We don't want to mothball culture in a particular aspect. You know, the kilt that Brendan wears, I'm sure has evolved over time. It's not the same kilt that he was wearing 30 years ago. And it's the same with culture, hopefully, otherwise the smell would be unbearable. But the point is that it's young people who can come back to their communities, who can actually develop that culture to be meaningful to them. We don't want our young people to be saddled with a responsibility of being the last generation before their culture died out. We need to enable them to go away, to gain experience, but we need to make it attractive for them to be able to return back home if they wish, to create business, to develop their culture, their music, their art, their song, and to add value to their communities. That's how those communities will be, as Connie mentioned, become sustainable communities. If you don't have that mix of generations, doesn't matter about your environment or anything else, it's about people in different age groups to provide schools and colleges and activity and dynamics, and that's what we have to be aware of when we actually have this unified European Union, which can actually be a magnet in the most economic dynamic areas for young people who may never return, and that's one of my main concerns. Thank you. Good morning. Thank you to everyone for this interesting panel. Just to reassure Tom, actually last year, or 2 years ago, when I was here in Corsica, actually at this university, I had a great opportunity to listen to students' ideas, and they have many ideas about Europe. And we have to really engage more with listening to young people.
I have 3 questions. My first question goes to Marie-Paul, if you don't mind. You mentioned, rightly so, that you communicate about funds as well. What is your experience, or rather, what is Corsica's experience in Erasmus+? We have been a little bit critical as a European Economic and Social Committee when there was the preparation for Erasmus+. We now are a year into the financial period, a year into experience of Erasmus+. And I'm getting mixed feedback. So how many organizations, or what is the experience of Corsica in Erasmus+, and also, if you can, in COSME? My next question goes to both the university and Maison d'Europe. I come from Malta, and I also lecture in my university. And I realized that most of the time in university, lecturers do not speak about Europe. Actually, I met a student yesterday who was discussing one of her theses with me, and she was explaining to me how her lecturer in European studies dissuades students to go to Brussels. What is being done at a university level, and also centers like yourself, to actually assist lecturers in knowing more about Europe? Because ultimately they are forming the minds of our future thought leaders. My third question, to our Corsican friends as well. What opportunities do you see in Europe as an island? I come from an island. I come from Malta. And I'm currently working on an opinion of the ESC related to smart islands, where I'm trying to identify policies in Europe where we as islands can take big opportunities, such as blue economy, energy, the digital single market. So you, as Corsicans, what opportunities do you see existing in Europe for you as an island? Thank you. Moi, je veux bien répondre, en tout cas, en partie à votre question par un témoignage. Lorsque je suis arrivée à l'Europe en Corse, on faisait de l'information tout public. Et j'ai décidé que nous focaliserions une grande partie de notre activité sur les publics scolaires et en faisant évidemment de l'information généraliste sur l'Europe pour les enfants les plus jeunes, des jeux, etc. Et puis en montant, en s'élevant dans les niveaux scolaires, eh bien, avec des informations beaucoup plus importantes. Mais je me suis dit, finalement, l'information donnée par des Corses sur l'Union européenne, ça ne me paraît pas suffisant. Et nous avons à ce moment-là décidé de nous inscrire dans un des programmes de mobilité, celui des services volontaires européens. Alors nous avons commencé par accueillir à l'Europe en Corse 1 volontaire, et puis 2, et puis maintenant nous en accueillons 3 chaque année, de 3 nationalités différentes. Ce qui nous a permis de faire venir en Corse et de faire intervenir dans les écoles, les collèges et les lycées, des Lituaniens, des Estoniens, des Croates, des Polonais, des Italiens, des Espagnols, des Luxembourgeois, donc finalement toutes les nationalités. Et ces jeunes viennent expliquer aux jeunes Corses pourquoi ils ont choisi un programme de mobilité, bien sûr, mais aussi leur parler de leur pays, de leur culture et de leur langue. Et il y a de cela 6 ans, nous n'avions aucune demande de jeunes Corses pour bénéficier des programmes de mobilité, en particulier du service volontaire européen. Aujourd'hui, j'ai au bureau une jeune femme qui ne s'occupe plus que de ça. C'est-à-dire qui ne s'occupe plus que de rechercher avec des jeunes Corses des programmes, puisque vous savez qu'on écrit un véritable projet en fait, dans le cadre du SVE. Le nôtre s'appelle Échangeons nos cultures. Donc on recherche en permanence pour des jeunes Corses, on en a 15 en attente aujourd'hui, un projet dans un pays, dans un autre État membre évidemment que la France, pour aller s'immerger dans la culture de ce pays et revenir en ayant appris la langue.
L'année dernière, j'ai accueilli au mois de septembre un jeune Croate. Lorsqu'il est arrivé, il ne parlait pas un mot de français. Il est intervenu au mois de novembre dans une manifestation que nous avions organisée pour l'entrée de la Croatie dans l'Union européenne, et il s'est exprimé sans papier, sans lire, en français. Parce qu'au bout de 3 mois, en étant immergé chez nous au bureau et en allant au contact des enfants, eh bien, il avait appris la langue. Et il est reparti dans son pays et il revient cette année pour travailler chez nous dans le cadre d'un contrat aidé par l'État, parce que nous souhaitons avoir des exemples à montrer aux jeunes Corses. Nous avons un Italien, un Espagnol, un Polonais. Au mois de janvier, nous avons une jeune femme qui vient d'une université allemande pour 6 mois, et nous aurons ce Croate. Ce qui nous permet, et c'est ce que je voulais vous dire après votre intervention, ce qui nous permet de sensibiliser les jeunes par l'exemple. Parce que vous avez raison, je crois que les grandes théories, les exposés théoriques ne suffisent pas. Je crois qu'il faut leur montrer que cet échange est absolument indispensable et cette immersion dans la culture est absolument indispensable. Alors après, il y a d'autres programmes de mobilité. Dans Erasmus+, il y a tout un tas de programmes. Beaucoup sont gérés par les universités, par les établissements scolaires, etc. Et nous essayons aussi de participer à tous ces programmes, mais avec beaucoup plus de difficultés. Je voudrais juste apporter une précision sur le deuxième volet de la question, qui est un peu plus, je dirais, insidieux. Je ne sais pas si on peut vous répondre, mais vous avez dit « je suis de Malte ». Malte, c'est un État indépendant, c'est vrai? Bon, c'est pas notre cas. Donc hier, tout simplement pour rappeler, parce qu'on a suivi les travaux hier, non, on m'a soufflé quelque chose, je ne peux pas le répéter. Non, hier nous avons fait justement cette distinction et nous avons vu toute la complexité de la Corse dans le schéma européen. Nous sommes considérés très souvent, je voudrais le dire devant nos amis européens, nous sommes considérés comme étant une région. Non, on n'est plus une région, depuis 1991, on l'oublie souvent. Hein. Il y a une collectivité territoriale à statut particulier, c'est quand même important. Mais ça n'a pas changé grand-chose dans les relations avec l'État et dans la relation de l'État, de la France avec l'Europe. On passe toujours par Paris, hein, et ce n'est pas qu'une étape aérienne. Donc c'est une étape à la fois juridique et politique. Donc c'est très difficile pour nous de vous dire quel est le projet, qu'est-ce que vous faites, parce qu'il m'étonnerait fort qu'on puisse dialoguer directement avec vous sans passer par Paris. Ça froisserait certains aspects. Mais bon, je ne veux pas m'étendre là-dessus. Bien, petite réponse par rapport à la dimension européenne de nos études. Nous sommes malheureusement un petit peu mal placés pour prétendre avoir une très forte dimension européenne, puisque les études de droit en France, au niveau de la licence en premières années, c'est très largement un programme national, je veux dire c'est à 90% un programme national, qui comporte des enseignements de droit européen. Je pense qu'ils sont relativement nombreux pour l'être plus, c'est vrai. Et aussi, il y a un déficit plus structurel qui veut que les études de droit en France, y compris même les études de sciences politiques malheureusement, sont encore très largement franco-centrées, sont encore très largement nationales. C'est quelque chose qui est relativement compréhensible vu la masse de notions juridiques que nos pauvres étudiants doivent emmagasiner, mais c'est quelque chose qu'on peut regretter aussi. Aussi bien Louis que moi, je pense que nous faisons assez largement honneur aux dimensions européennes dans nos enseignements, mais je ne peux pas dire que c'est assez. Ça, je ne peux pas le dire, je ne saurais pas le dire. En ce qui concerne les opportunités offertes à l'Union dans une Union européenne, je veux dire là encore, savoir quelle île. L'économie, la société des îles Baléares, avec les problèmes qui leur sont propres, est largement plus ouverte que ne peut l'être la nôtre. Notre économie s'est structurée en dépendance avec le continent français, tandis que l'économie des Baléares s'est structurée en dépendance à des flux de touristes internationaux et compte des entrepreneurs qui sont eux-mêmes internationaux, qui comptent des hôtels dans le monde entier. Nous n'avons pas le même type d'économie. La nôtre est beaucoup moins ouverte, beaucoup plus fermée
On peut le regretter. Je veux dire, si on peut véritablement espérer quelque chose de l'Europe, c'est ne serait-ce qu'avec son cadre général qui tend à la libéralisation, avec ses risques, on en parlait hier par rapport aux relations maritimes, avec ces risques, c'est justement nous insérer dans un réseau d'échanges, d'ouverture, d'opportunités économiques, sociales et culturelles beaucoup plus large. Or, les acteurs locaux ont pour le moment du mal à s'investir, car nous devons nous investir. Nous sommes 320 000 habitants, nous sommes relativement peu. Nous avons une formation, un niveau général de formation universitaire qui est beaucoup plus faible que sur le continent. Eh bien, s'investir pleinement dans ces nouvelles opportunités, sachant que s'investir dans quelque chose qui est incertain ne plaît pas forcément à tout le monde immédiatement. C'est quelque chose qui est encore difficile pour certains. Je parle aussi bien pour l'antenne de la CPC à Bruxelles que pour l'Université de France. Moi, je regrette personnellement de ne pas assez m'investir avec nos collègues sardes. Je reviens de Sardaigne, j'étais la semaine dernière. Je regrette personnellement de ne pas assez m'investir avec mes collègues sardes et européens. C'est aussi une question de gestion de temps. Et malheureusement, notre très petite taille est ici un handicap structurel. Là, c'est la pure réalité. Rapidement, pour partir de là, bien évidemment la coopération en réseau. Vous avez parlé des études de droit. Quand j'étais à l'Office franco-allemand pour la jeunesse et au moment des 40 ans du traité de l'Élysée, nous avons créé l'université franco-allemande, qui est quelque chose qui n'existe que sur le papier, c'est un lieu de coordination. Mais depuis, nous avons par exemple des cycles franco-allemands de droit. Ma fille, par exemple, elle l'a fait monter à Potsdam. Et je peux vous assurer, ces gens qui sont passés par là, ce n'est pas une filière d'élite, mais ceux qui sont passés par là, c'est pour rentrer dans le marché du travail, aucun problème. C'est tout petit, mais ça montre un exemple de comment ça peut se faire. Et je crois que c'est justement l'expérience du franco-allemand, dont je suis issu, a prouvé qu'avec les échanges scolaires, les échanges universitaires, la coopération entre partenaires, c'est ça qui est important. Et quand vous avez évoqué la Sardaigne, il se trouve que dans mon réseau européen, nous avons des partenaires, des membres italiens, notamment le mouvement ARCI, le mouvement d'éducation populaire, sont très forts en Sardaigne. Et vous croyez que la Ligue de l'enseignement inciterait la Fédération des Anglais ici à travailler avec les voisins? Non, parce que c'est effectivement le problème de la centralisation qui a un effet dévastateur. Juste un mot, je ne vais pas revenir sur Erasmus Plus ou les services volontaires européens, mais pour vous donner quand même ça, pour citer ça en bon exemple de ce que la société civile peut obtenir aussi en tant que lobbyiste. Quand Edith Crescent avait pensé le service volontaire européen à l'époque, elle a pensé à quoi? À des stages en entreprise. Et nous, on n'en voulait pas. Parce qu'on a dit, pour le milieu professionnel, les stages en entreprise, et c'est l'élargissement d'Erasmus+, on peut considérer que ce n'est plus une question uniquement pour les étudiants. On voulait l'ouverture d'Erasmus+, on a fait du lobbying, purement du lobbying, on l'a obtenu. Et pour le service volontaire européen, on a obtenu aussi que ce soit autre chose, que ce soit plutôt dans le registre lifelong learning, enrichissement culturel, individuel et, comme on dit en terminologie européenne, l'apprentissage non formel et informel. Et je crois que c'est justement qu'il n'y a pas mieux d'ambassadeurs que ceux qui sont passés par là. Et effectivement, là, le contact avec l'Europe devient autre chose. Mais je voulais justement dire, si vous avez parlé des réseaux européens, on a la double ambition, on a une ambition qui est de peser à travers le dialogue civil sur le policy making, sur la façon de faire de la politique et des choix qui sont faits, et à la fois, et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, il faut regarder aussi dans le miroir, pas simplement le matin quand on se rase, mais c'est dire qu'on a encore une grande faiblesse, c'est que nous n'utilisons pas assez les réseaux que nous avons créés de manière décentralisée, même si le terme n'est pas neutre, mais je ne trouve pas d'autre pour le moment. Voilà. Juste une petite précision, dans votre question, il était aussi question de la connaissance des études des élèves vis-à-vis de Bruxelles et des institutions. Il n'existe plus dans les programmes aucune possibilité d'amener des jeunes à Bruxelles, en tout cas il n'existe plus aucun financement pour cela. Donc on a beaucoup de difficultés aussi à leur faire découvrir les institutions de près. Puis je vous précise, parce que je sais que vous êtes très attachés à l'OFAGE, que nous sommes aussi les correspondants de l'OFAGE pour Accor. Allez, toute question. Il reste 20 minutes. Est-ce qu'il y a il faut
Voilà. Non, j'aimerais souligner un peu ce qu'a dit Tony à la fin, c'est-à-dire qu'il faut... Alors, s'il y a un manque de consultation entre l'État et la société civile, voilà, il faut jouer la société civile, il faut jouer les organisations de la société civile. Même en Syrie, si Malte c'est un pays indépendant, alors certainement Corse comme collectivité territoriale de Corse ne peut pas collaborer directement avec la Malte pour inciter la Commission de faire les choses. Peut-être il peut faire, mais quand même. Mais c'est la société civile qui pourra prendre la relève pour organiser, disons, la défense des intérêts de Corse. J'ai noté hier qu'il y avait, vous avez manqué un peu en ce qui concerne les fonds structurels, c'est-à-dire qu'il y a des instruments que vous n'utilisez pas pour le développement local parce que Paris ne veut pas. Vous avez manqué, vous ratez un peu aussi sur le TVA. Paris ne veut pas. Alors, quelle stratégie pour faire influencer Bruxelles, voilà, sur le TVA, c'est peut-être de faire une alliance avec les Grecs, avec la Grèce, avec d'autres îles qui ont les mêmes problèmes. Et oui, à travers la société civile, mais voilà, il y a une communauté. Tom Jones a parlé d'une communauté d'intérêt. C'est peut-être plutôt la communauté d'intérêt qu'il faut suivre dans la représentation à Bruxelles, pas la géographie ou les zones territoriales. Alors le problème, il y a des organisations différentes. Moi, je représente une organisation qui s'appelle Réseau européen de l'économie sociale qui travaille avec communes et régions. Nous avons 4-5 membres français. Des grandes régions, PACA, Nord-Pas-de-Calais, Franche-Comté, Loire-Atlantique, encore quelques autres. Nous savons, oui, certainement. Alors, en ce qui concerne le fonds structurel, nous avons eu un dialogue au cours de la préparation de nouveaux programmes en disant qu'il faut, de votre côté, veiller ce que le principe de partenariat soit établi dans votre région. Il faut que vous regardez notamment ces articles dans le règlement du fonds structurel sur le développement local pour que vous le proposez à vos partenaires du gouvernement. Et voilà, mais la France, nos membres en France ont raté quand même, hein, même si nous avons dit et indiqué qu'il y a ces problèmes-là. Et voilà, même la société civile, dans ce cas-là, est ratée, mais je pense qu'il faut vraiment jouer pour vous, Corse, les réseaux de la société civile. Les réseaux dont a parlé Satan, les réseaux le réseau rural européen qui est en train de développer, parce que c'est un réseau qui prend notamment en considération des problèmes de la période. In line with what you said very clearly, Jan, is that I'm quite sure, for instance, one topic which you raised, tax incentives. We have in my member states used some sorts of tool in England. I know how difficult it is to get every government to accept differences or to use, but it's clear that tax incentives would work very rapidly. I also understand how difficult it is to divide and but I think it could be a possibility. And I'm quite sure this could be a topic. We trust in the opinion, but I'm also quite sure that this could be a topic which could be discussed
if we and when we will have the second European Rural Parliament, because for a lot of countries this could be a way in order to help the depopulation and to against urbanization. And as John also underlined, not only work vis-à-vis your governments, work with the civil society organizations, where you can find partners in a lot of other countries and member states. Alors, bonjour. Encore merci, parce que je l'ai déjà fait hier pour cette organisation. Alors moi, je voudrais donner mon point de vue, puisque vous aviez... Enfin, apparemment, les jeunes ont été sollicités. Je ne voudrais pas me faire le porte-parole, parce que je pense que d'autres interviendront après. Mais je voudrais exposer mon point de vue. Alors pour moi, l'Europe, c'est une confédération très riche d'États. Alors, cette richesse, elle peut se voir de par sa liberté de circulation, sa pluralité culturelle, également avec un système fondé sur l'ouverture, et ça ne vous aura pas échappé, je fais référence au système Erasmus dont nous pouvons bénéficier. En tout cas pour les étudiants de Sciences Po, nous trois en tout cas, on y est invités en 3e année. Et j'étais d'accord avec plusieurs intervenants de ce jour. Il y a trop peu de jeunes présents, je l'ai déjà dit hier. Néanmoins, ça ne traduit pas le réel intérêt que représente l'Europe et son avenir. Aujourd'hui, je pense que l'une des problématiques qui est véhiculée par les médias, qui ont un impact quand même, il faut le dire, considérable sur les masses, c'est que la France, elle jette trop souvent la pierre sur l'Europe. Or, on a vu hier, et on nous a expliqué que le blocage n'était pas totalement réel. Donc les médias, ils contribuent à cette vision pessimiste qu'ont les gens et qu'ont les jeunes, pour notre part, de l'Europe. Mais moi je pense que la véritable intelligence, c'est de passer outre, de ne pas se laisser submerger par les informations et de se faire sa véritable opinion. Alors en ce sens, je pense que ce genre de manifestation, c'est un symbole fort de ce que l'on veut faire de l'Europe, puisque ça permet des rencontres, de créer du lien social entre les différents pays qui le composent. Par exemple, nous avons eu l'occasion d'échanger avec Tom Jones et Brandon Burns, bon, vous m'excuserez pour la prononciation, et ça a permis de se projeter à l'avenir, puisque après une discussion très intéressante, on a pu voir certaines projections pour l'avenir, c'est-à-dire qu'ils nous ont invités à visiter les institutions de Bruxelles. Et nous, dans notre parcours, en tout cas, je trouve que c'est un réel enrichissement et je les remercie. Et pour moi, à titre personnel, je pense que ce genre de colloques permettent de prendre goût à la question européenne. Voilà. D'autres interventions? I will come back a little to your intervention, because you touched in the beginning also what I said, that we have a union of member states. I understand that this is reality, that nothing will change until decades, perhaps. But this is a weakness, because I have seen in a lot of countries. I can give you an example from my country. We had recently the Common Agricultural Policy, and one part is rural development. And my country has been in the forefront, together with Netherlands, UK, etc., to cut the EU budget. First of all, they delayed the finance ministers and the head of state, they delayed the process 1 year. So the money available in the program for the rural development is lost for 2014 and half at least on the 2050. The money is there, but we needed to spend much more rapidly, which is sometimes difficult. Now, the Minister for Enterprises, I sometimes support her political line, but she said the reason, because they put from national budget additional money, and because we have requested, they have cut the budget, and we lost money for rural development, and they added from the national budget in Sweden.
And then she said, European Union has decided to cut EU budget. Okay, but one of the front runners to cut the EU budget was the ministry herself. And I think it would be more honest to say, we have cut the budget. Not to say, because this is very typical, you blame European Union when you have taken part in the decision. And sometimes you don't have the real intention to take decision which is for the long-term perspective. You are not able sometimes because you are looking for the next elections. This is a weakness. But I think we as not politicians for different political parties, could contribute with the voice to the citizens and in the political public debate. Ouais, not politicians, but je défends toujours l'idée grecque, le citoyen, c'est quand même un être politique aussi, dans le sens où l'environnement, nous avons un rôle politique à jouer sans pouvoir nous confondre avec les partis politiques, mais la société civile, puisque ça a dit, a un rôle à jouer, et je crois le premier, c'est ce qu'on appelle en bon allemand Aufklärung. Parce que il manque les lumières sur l'Europe, parce qu'effectivement, aujourd'hui, dans les médias, l'idée de l'Europe, c'est que est-ce que la France va recevoir une lettre bleue, est-ce que... Et je suis toujours choqué, à la fois du discours franco-allemand, quand les Allemands disent toujours la France doit faire des réformes, et en France on entend les ministres dire mais c'est pas à l'Allemagne de nous dire ce qu'il faut faire. Si c'est ça le dialogue européen, je crois qu'il y a un peu le risque dans la demeure. Donc je crois effectivement le dialogue, effectivement c'est ce qu'on a voulu développer, c'est d'abord pour s'approprier l'idée européenne et dire qu'est-ce qu'on met derrière. Parce que, comme vous avez dit, c'est une confédération d'États riches. Ce serait bien si c'était le cas. La réalité aujourd'hui en Europe, elle est quand même très très différente. Nous avons 3 pays en crise, 4 pratiquement, si on ajoute l'Italie, 5. Nous avons la Grèce qui est dans un état pitoyable. La Troïka est en train de détruire ce qui reste encore un petit peu des structures sociales. On vend tout ce qu'on peut vendre. Le Portugal s'en sort un peu mieux, mais j'étais à Lisbonne hier. C'est quand même un drame que nous avons des universités qui forment des jeunes hautement qualifiés, que nous avons les jeunes qui partent du Portugal. Alors comment vous voulez reconstruire un pays comme le Portugal si les plus qualifiés partent ou bien en Angola, en Afrique, ou partent en Allemagne, en Grande-Bretagne ou ailleurs? Nous avons un problème. En Grèce, c'est la même chose. Ne parlons pas de l'Espagne avec 60% de chômage de jeunes. Et aussi le problème que nous connaissons en France. Depuis que j'ai commencé à travailler en France et avec la France, il y avait toujours le problème du chômage de jeunes qui était beaucoup trop élevé. Parce que nous avons aussi un problème de formation. Nous avons ici, vous avez les universités publiques comme vous qui font un excellent travail. Mais aujourd'hui, si vous voulez être sûr d'avoir une bonne filière, c'est fait des classes prépa et on va dans les écoles d'élite. Donc, s'il faut des réformes structurelles, il faut peut-être aussi réfléchir un jour là-dessus pour reconnaître les diplômes vraiment à leur juste valeur. Et je crois que ça effectivement, quand on perd la perspective et la foi dans la capacité de des institutions européennes et de la démocratie de fournir, là, on va vraiment avoir le problème. C'est pour ça que je dis toujours, regardons de près, le challenge aujourd'hui, c'est comment dépasser ce retour aux égoïsmes nationaux, parce que ce qu'il vient de dire, trop souvent, pas simplement nos chefs d'État, mais aussi les administrations. Dans les ministères, ils ont la facilité de dire c'est l'Europe qui nous impose. Prenez l'exemple dont vous avez enseigné ici, les appels d'offres. Les politiques d'appels d'offres, on va toujours dire c'est Bruxelles qui nous impose. Eh bien non. Il faut regarder, il y a une directive européenne, par exemple, pour laquelle nous nous sommes battus, qui existe aujourd'hui, et dans laquelle nous avons obtenu, par exemple, qu'il y ait la reconnaissance des acteurs de l'économie sociale et solidaire, et de ne pas simplement se livrer une bataille autour du plus bas prix. C'est dans les textes européens, mais ça va mettre des décennies, et c'est pas qu'ils le mettent sur un camion, sur un bateau qui arrive en Corse, parce qu'on va avoir électronique, ça peut arriver rapidement ici, ça va mettre des décennies avant d'arriver dans les têtes que c'est justement, c'est la référence, et c'est toujours là que nous avons ces difficultés. C'est pour ça que moi je plaide, c'est pas un retour en arrière, mais il faut Aufklärung, et il faut travailler en réseau pour effectivement donner davantage à vous et aussi à vos parents, à vos grands-parents et à toutes les générations cette possibilité de vivre de ce que est l'Europe, et que nous réussissons ensemble à nous réapproprier une idée, une autre idée de l'Europe, mais véritablement une Europe citoyenne et sociale.
can I pick up the last speaker's comment about nationalism? I think it is grossly misunderstood. Within Europe, people have their own identities. Anybody that suppresses their identity, and that, whether that is nationalism or however you wish to define it, it's not just yourself. I had this discussion the other day as we wander around Europe like some sort of people without homes. This comes up time and time again. Nationalism is not a bad thing. The trouble is with the word nationalism, it keeps linked to Nazism. And it's got nothing to do with that. It's about an identity. Tourism, I raised yesterday, only exists if there's a difference. If we've got cultures, there is not a European culture. What there is 100 cultures in Europe that make up the differences that we are. And that is our biggest attraction. And I don't see any difficulty with Corsicans being Corsicans, Danes being Danes, and Scots being Scots. We're in a 300-year union that has worked, and we have retained our identity. So, you know, yes, we are Europeans, but by recognising both, it's very important. It is what we are. So, please, can we just... The one thing that does concern me is that the original speech, it's very negative. It's you know, let's take Corsica and our identity and stick it under a bushel, and instead let's recognise France. As a Scot, I find this whole thing extremely difficult, because we have spent a long, long time just arguing our corner. We start off with the small committees, and we get the next array of committees, and we got the next. And we eventually got our MPs, and we are Europeans. We're more European, certainly, dare I say, than our English cousins across the border, who seem to be anti-European. But, you know, I think you have to really assess where Corsica sits within this European aspect. And the respect that I get, as I want, okay, I am pretty different, it's pretty clear where I come from, but the respect I get from just about everybody, apart from, in some cases, did I say it, one lady who was English, somewhere outside the UK, that was rather detrimental to the fact that we tried to work diplomacy by getting let's get this statistic right, 92% of our population to actually register to vote, and 88% that actually voted. She then complained that she thought that was undemocratic. We couldn't quite work that one out. But, you know, retaining identity is important. And I think that every single time that we try and hide it or ignore it, I think we do ourselves all a huge disservice. And we certainly do the tourist industry a massive disservice. It's not difficult to understand Brendan, because he is not a clear speaker. In the way you interpret, I totally agree. Because you can more identify culture differences, you can identify cooperation between regions, between member state, parts of member states, and of course to have the identity. But sorry to say, there is also another movement which tries to take this word nationalism in the wrong direction. And in my country we have a big debate, because it means some of them want to close the country, they are xenophobic, they don't accept foreigners, etc. In that sense, I don't want to have this word nationalism. I can accept fully your interpretation, but sorry to say, this EU-skeptic party, which is sometimes, not always, linked to xenophobic movements, and there I don't want to see this development. This is my personal opinion. But I have nothing about Scottish people. Not yet. If I may, I will speak in English on this issue, not to be misunderstood. Well, first of all, we have excellent interpreters, and I think they need a particular applause because they were in the same hotel.
And we have a regional particularity. They were partying, yeah? The owners of the hotel were partying without any respect for the guests, but this is another issue. The question of nationalism, different look around. First of all, I think the particularity of what is for you, your Scottish nationalism, yeah? We will not call it a regional identity, it's a nation which is defined on identities, multiple identities, but that is, you see, a Scottish nation for you. And the difficulty is that compared with your approach and what we usually get from another political side, we can say it's a progressive approach, it's an inclusive approach, because you could see it even for the vote. In Scotland, people only lived recently, John came to Scotland, could vote. But there is a nationalism which has a name in this country, which is Le Pen. It is completely different. It is, I could say many negative words, but there is a real danger. And it's not only in this country, we have the true Finns. Yeah? We have the problem that the Swedish government had to step down because of the so-called Sweden Democrats. We have 30% of these anti-Europeans, xenophobic, discriminatory and whatever anti-European forces who sit in the European Parliament and who will have a major impact on policy making if the Democrats do not stand together. So, for me, the nationalism, in your sense, has to do with the identities with what constitutes Scotland, like it constitutes also my region, Westphalia, or we do not want to be independent. Because we have a federal state that takes count in Germany of the particularities of the different regions. And we have this example also in Spain. But honestly, for sure, look to Spain. It is much easier for Catalonia to become independent because they have economic power. But what if Extremadura, Andalusia want to become autonomous? There is nothing. There is tourism. So I think we should make a differentiation between a nationalism, which is your approach, which I fully understand and I can underwrite, and therefore I put on the agenda that we need also to take better into account the question of not identity, but identities. And I think the difference between identity and identities, this is really a key issue. But on the other side of the nationalism, which is discriminatory, which excludes people, which is pure propaganda and so on, this is a problem. And second question, just because I'm German, I can tell you I'm really worried of my own country. Because this self-satisfying attitude in Germany to say, we are performing well, our economy is fine, we will tell the other Europeans what they have to do. This is this kind of national egoism. This I do not want, because if a country like Germany in the heart of Europe gives up the attachment to the European project, then we have a return to nation states, and then we give up the European project, and this is where I see the danger coming. Une dernière intervention, nous clôturons. Merci. Bon, je rejoins un peu les sensations qu'a eu notre jeune intervenant tout à l'heure. Moi, ça fait pratiquement 2 jours que je suis là, je suis très content. Le fait d'être à côté, d'avoir un village à côté m'a permis d'assister pratiquement à tous les débats. Il y a une très forte délégation vénacaise ici, donc je suis très proche. Et donc, moi, ce que je veux dire, c'est que j'aimerais que nos amis qui connaissent, certains ne connaissent la Corse qu'à travers peut-être leur présence aujourd'hui, d'autres la connaissent bien, comprennent que la Corse, ce n'est pas un peuple qui rejette les autres. Ne rejette pas les autres. C'est vrai qu'on peut avoir une vue caricaturale des choses. Le terme nationalisme est ambigu. Personnellement, moi, j'employais ce terme il y a très longtemps, parce qu'on était dans une telle aliénation. Aujourd'hui, c'est vrai que ce terme est tellement confus, il est repris par des idéologies tellement... qui sont vraiment tellement dangereuses pour la société que c'est délicat. Mais en fait, 99,99% des gens qui se réclament du nationalisme en Corse, ce sont des gens qui sont ouverts, qui ont des notions de communauté de destin, et donc qui ne rejettent pas les autres. Ça, c'est fondamental. La Corse fait des Corses, quelle que soit leur origine. Et ça, c'est fondamental. Mais le nationalisme, aujourd'hui, qui nous est imposé, c'est l'État-nation. Parce que ce nationalisme d'État-nation, c'est incroyable. Il nie complètement notre réalité. Mais il la nie de manière de plus en plus sophistiquée, en donnant une apparence de réalité démocratique, c'est-à-dire qu'une assemblée de Corse, élue souverainement, décide des tas de choses importantes, et le bilinguisme, et le statut de résident, etc. Il y a des débats démocratiques, et l'État refuse de l'admettre et bloque le système. On se rend compte donc qu'on est dans une situation grave pour la démocratie. Grave. Et
Et on se rend compte, tout le monde se débat par rapport à ça, parce que ça veut dire qu'il n'y a pas de perspective démocratique. Comment voulez-vous qu'un territoire, un peuple ou un lieu, appelons-le comme on le veut, qui décide des choses à travers des gens qui ont été élus de manière importante, puisque je crois qu'il y a eu des votes à l'unanimité à l'Assemblée de Corse, on n'accepte pas ce qu'il vient de dire. Au nom de quoi? Que l'on me dise au nom de quoi? Quelle est la raison qui interdit à ce que des élus politiques de territoire ne puissent pas avoir raison? La seule raison, c'est cette conception de l'État-nation français. La France, une et indivisible, une seule langue, un seul... Donc on est toujours dans des conceptions de 1789, des révolutionnaires, avec cette volonté d'éradiquer tout ce qui n'est pas dans une logique, soi-disant républicaine française. Parce que moi je prétends que nous sommes, nous, des républicains. Parce que nous avons une conception de la République, de la laïcité, et que ceux qui nous opposent cette conception obsolète et rétrograde du républicanisme français, c'est eux qui sont en train de créer des conditions graves pour l'avenir d'un peuple. Parce que pendant ce temps, on est en train de devenir un bronzodrome, si l'on laisse faire. Alors qu'il y a une volonté de tous les élus. Ce qui est remarquable dans la société corse, et je voudrais conclure dessus, c'est qu'il y a quelques années, vous n'auriez pas eu ce genre de débat. Il y avait des oppositions terribles dans la société corse, et je crois que Paul, qui est ici pour être le témoin, comme j'en ai été témoin, de périodes très douloureuses, où il y avait des oppositions qui étaient même au bord de la guerre civile en Corse à un moment donné. Et je crois que tout le monde a eu l'intelligence de se remettre en cause, de se tendre la main et de réfléchir ensemble à l'avenir de la Corse. Et le seul obstacle aujourd'hui, c'est cette conception de l'État français, l'État-nation. C'est quelque chose d'incroyable. C'est pour ça que l'Europe est une chance, malgré tout le mal qu'on en a dit ou que certains ont dit, elle est une chance parce qu'elle nous permet au moins d'avoir quelques positions de principe, souvent. Moi, je crois qu'il n'y a aucun obstacle à ce que la Corse existe à travers l'Europe, déjà aujourd'hui. Il faut sortir d'un simple formalisme. Je crois qu'il faudrait renforcer la présence de la Corse au niveau international. Il faut le faire même culturellement. Je le disais tout à l'heure en aparté, il faudrait renforcer la langue anglaise en Corse. Ça, c'est quelque chose pour moi qui m'apparaît fondamental, parce que lorsqu'on parle de lobby, lorsqu'on parle de relations, moi je sais que je suis amené, parce que j'ai des activités assez internationales, pour ceux qui ne savent pas, je suis président d'une association sportive assez importante en Corse qui développe les échecs, et on a des relations importantes au niveau international. Personnellement, il y a 15 ans, je savais dire my tailor's reach, et voilà, je savais dire 2 mots d'anglais. Maintenant, je parle devant des centaines de personnes en anglais, parce que il faut l'immersion, il faut créer l'immersion, y compris du personnel politique en Corse, parce qu'il est vraiment de moins en moins adapté à ce lobbying au niveau international. Mais en tout cas, je pense qu'il n'y a plus aucune excuse pour que la Corse ne soit pas elle-même. Et tant pis, il y a peut-être des évolutions, des rapports de force qui vont changer, mais en tout cas, on a la volonté de changer. Et contrairement à un discours qui hier, qui était sincère, mais qui était pessimiste d'une personne qui était à la tribune, je tiens à dire que je crois qu'il y a de plus en plus de gens qui sont convaincus que la Corse va surprendre, comme elle a surpris peut-être au XVIIIe siècle, parce qu'elle est capable de créer une véritable démocratie. La démocratie, ce sont les citoyens. Bon, je ne suis pas d'accord d'ailleurs pour le terme de société civile, parce que ça voudrait dire, d'un côté, il y a des élus, des professionnels, quoi. Et de l'autre côté, il y a des gens qui sont dans l'économie, dans l'association. Non, je crois que tout le monde est dans la même barre, tout le monde est dans la même société, et que précisément la politique, c'est qu'il n'y ait plus cette dichotomie, qu'il n'y ait plus cette séparation, parce qu'en fait, il faudrait que ce soit le reflet de la réalité, et la politique devrait être le reflet de la réalité. Et ce dont souffre la Corse et dont souffrent d'autres pays aujourd'hui, c'est qu'il n'y a plus cette légitimité du politique, et elle ne viendra que de la base, de la source. C'est en tout cas ce que je crois. Et en tout cas, vous pouvez avoir confiance en la Corse, comme on a confiance en vous, et merci pour votre présence ici. Bien. Je crois que nous avons terminé cette table ronde. Je vais demander au président de me rejoindre à la tribune.